Tarzan. Tarzan. Le 6 juillet est sorti le dernier Tarzan. Et c'était bien. J'ai bien aimé. Voilà. C'était un bon Tarzan. Je m'attendais à une merde. Et c'était génial. Avec, purée, Samuel L. Jackson au sommet de sa coolitude. Mais, donnez-lui un Oscar. Hein, mais juste pour ça, l'Oscar de l'acteur le plus cool. Depuis que le cinéma a été créé. Allons-y. C'était bien. Alors oui, c'est con le système des lianes, puisque les lianes font bientôt 3 km. Mais c'est Tarzan. J'ai toujours fait des lianes de 3 km. C'était bien. Voilà. Rien de plus à dire. C'était très bien. Je vous invite à voir Tarzan, du coup, qui était l'une des surprises de cet été, donc du mois juillet-août. Et je peux vous dire qu'il faut les compter, les bonnes surprises, dans les mois de juillet-août, parce que, bon, on a quand même eu quelques fortes déceptions, quelques beaux ratages. Tarzan ne fait pas partie, selon moi. Donc voilà. Petite déception, cela dit. Il est où, Christophe Lambert? The Strangers, film sud-coréen réalisé par Na Hong-jin, était assez, comme son nom l'indique, étrange, strange, puisque le film mélange plusieurs genres. On va du policier au film de zombies, au film fantastique, à la comédie, au thriller tout simplement, film d'exorcisme. Et du coup, ça fait un peu un globi-boulga, cohérent ma foi. Mais je sais pas, le film n'a pas fonctionné sur moi. J'ai trouvé peut-être qu'il... J'ai salué, en fait je salue le fait qu'il aille trop loin, mais en même temps c'est peut-être un peu trop loin pour moi. J'ai trouvé la fin un peu brouillon. C'est un peu, si moi c'est pas toi, c'est pas moi, c'est moi, c'est toi. C'est un peu bizarre. Euh, on est un peu perdu, comme le personnage principal, qui par contre est insupportable. Alors, chapeau à l'acteur, parce que franchement, pour jouer un personnage pareil, mais... Ah, mais j'avais envie de lui foutre des baffes, mais... Ah, c'est pas possible. Les autres personnages sont plus terre-à-terre, quoi. Alors, le personnage principal, mais... Oh là là là. C'est un pleurnichard, voilà, un lâche. Voilà, le film c'est un peu spécial, c'est un peu étrange. Ouais, c'est un bon coup de poker, c'était à faire, mais peut-être pas aller aussi loin que ça. Euh, Ça m'aurait pas dérangé. Après, le film est assez efficace sur certains points. Malgré qu'on ait du mal quand même à suivre tous ces changements de genre. Euh, Même si ça reste cohérent dans l'histoire, il faut quand même énormément de temps pour se dire, bon ok, maintenant t'as mis des zombies, ok, laisse-moi l'accepter 2 secondes, continue après, voilà. Mais finalement à la fin je trouve qu'on en ressort un peu en mode, Pouah, c'était quoi ce bordel quoi. Malgré qu'il y ait certains passages qui veulent que tu sois dérangé et ça marche assez bien, euh, le film fait peur. Voilà, un film où j'ai eu peur cette année, The Strangers. Il y a carrément une scène où on voit un zombie approcher de la caméra et tout ça, et on se dit, enfin voilà, toi t'es sur ton fauteuil, tu te dis, mais merde, mais il va me mordre. C'était bien foutu, voilà, le très bon réalisateur, voilà. C'est donc, est-ce que je n'étais peut-être pas
Parce que je suis peut-être pas fait pour ce genre de film, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un peu trop. Puis il y a des moments, c'est vraiment. Le film, voilà, il y a des moments, c'est drôle. Enfin, le film se veut être drôle, mais tu as du mal à comprendre, puisque. Bon, enfin, il y a 2 secondes, le film était hyper sérieux, tout ça, te foutait les jetons. Là, maintenant, on doit rire. Il y a même des passages qui sont ridicules. Euh, le mec qui se fait foudroyer, par exemple. Ça sort de nulle part. Ça passe pendant le visionnage, mais vraiment à la fin, je me suis dit, jamais plus. Enfin, jamais je me dirais, putain, j'ai envie de me refaire The Strangers. Je pense, jamais je dirais ça. Je suis content de l'avoir vu. C'était une expérience assez intéressante. Mais. Ah, c'est spécial. Donc, verdict, The Strangers, c'est un gloobie-boulga cohérent, mais terriblement indigeste. L'âge de glace 5. Déjà, je pourrais m'arrêter là, mais bon. L'âge de glace 5, les lois de l'univers. Sérieux. L'âge de glace 5. Comment épuiser une bonne idée à la base? Voilà. C'est. Alors bon. Je vais revenir un peu sur les anciens films, du coup, avant de venir sur le 5e. C'est normal. Pour beaucoup, moi j'ai vu l'âge de glace, j'étais jeune, j'étais très jeune, le premier. J'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé que c'était un style particulier, que voilà, c'était très efficace. Pour moi, ça se mettait au même niveau que Shrek. L'âge de glace 2, j'avais moins aimé. Je sais pas, le film me faisait beaucoup moins rire. Voilà, j'étais déjà un petit peu plus grand. Mais bon, j'étais au collège, donc bon, le film aurait pu marcher. Ça, c'était pas le cas. L'âge de glace 3. Ah, petite surprise. Le truc avec les dinosaures et tout ça, l'aspect aventure avait bien fonctionné sur moi. Il y a quelques blagues qui marchent pas du tout, mais ça allait. L'âge de glace 4, je l'ai vu quand il est passé à la télé sur TF1. Je l'ai pas vu avant parce que je n'avais quasiment rien à faire. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, je suis pas arrivé à rentrer dedans. Les chansons de pirates m'ont complètement fait sortir du film. Donc, du coup, voilà. Et il y avait que les scènes de Scrat qui me faisaient rire. Et donc, pour l'âge de glace 5, je me suis dit, bon, je vais me forcer. Ça me tente pas. Mais bon, on sait jamais. Et ouais, bravo les gars. Vous avez réussi à rendre les scènes de Scrat chiantes. Donc il me restait plus rien pour moi, quoi. Parce que l'histoire n'est pas terrible. Il y a des chansons qui sont pas terribles. Les personnages. Il y a des. Le problème, c'est que l'âge de glace, il y a 35 personnages. Alors, ils t'en rajoutent des nouveaux. Mais alors, vu que les nouveaux, ils n'ont pas trop de place parce qu'il faut qu'on développe aussi les plus anciens, les nouveaux ont allez, 1 minute à l'écran. Et puis, il y a des personnages comme les. Alors, je ne sais plus comment ils les appellent là, mais. Les personnages doublés par Christophe de Chavannes. Ils sont complètement anecdotiques dans ce film. Et la compagne de Diego, je l'avais même oublié qu'elle était dans le 4. Et quand je l'ai vue, je dis ah oui, c'est vrai. Et on l'a revue une fois à la fin. Je fais ah oui, c'est vrai, elle est là. Mais qu'est-ce qu'elle fout de là? C'est le problème d'une saga où tu additionnes les personnages et voilà, on en arrive à un verdict. C'est bon là, c'est fini. Vous en faites pas de 6.
Parce que là, vraiment, le film vaut un 0 pointé. Mais je le mets quand même dans la catégorie moyenne. Rien parce que techniquement, c'est irréprochable. Voilà. Mais non, faut arrêter. Il est temps. Shrek, Shrek a eu l'intelligence de s'arrêter au quatrième film, même si maintenant il commence à parler d'un cinquième. Pitié. Pourvu qu'il n'en fasse pas un cinquième. Parce que déjà, Shrek, à partir du troisième, c'est pas terrible. Hein. Le quatrième avec quelques idées sympathiques. Donc voilà. Shrek 1 et 2 restent pour moi des chefs-d'œuvre que je peux encore revoir maintenant sans problème. Shrek 3 et Shrek 4, il y a quelques bonnes idées, mais voilà, ça commençait à sentir pas bon, quoi, cette histoire. L'âge de glace, c'est. Ils auraient dû s'arrêter au 3. Même si moi j'aime moins bien le 2 par rapport au 1 et au 3. Voilà, ils seraient arrêtés au 3. Voilà, c'était bon. Mais bon, le 4 et 5, c'est bon quoi. Ils ont fait l'espace dans le 5. Qu'est-ce que ça va être le 6? L'âge de glace à New York. C'est à demi une vanne, hein. Mais bon, quand je pense qu'on nous a sorti les Schtroumpfs à New York, j'ai peur. Ouais, franchement, j'ai peur. Surtout que, enfin, le premier âge de glace, il y avait des humains. Ils sont passés où? Ils sont où? Il n'y a plus personne. Et puis alors, j'aime bien, bon, Manny a une nouvelle famille et tout ça. Mais ça fait 3 films qu'on n'en parle plus de son traumatisme, de son ancienne famille. Alors je sais que oui, au bout d'un moment, il faut que le personnage change, évolue. Enfin, ça rajoutait un peu de gravitas, de gravité. Il n'y a rien, quoi. Diego, il a... Et Sid, son seul truc, c'est que c'était encore le seul personnage qui n'était pas casé. Fallait le caser. Alors en plus, le personnage qui doit jouer la compagne de Sid, ok, oui, d'accord. Donc en fait, elle est jeune, puis il est vieille, enfin bref. Le truc à la fin demandait un truc un peu triste, du coup, comme quoi ils pouvaient pas être ensemble. Et puis la dernière scène, non, non, mais en fin de compte, tout est bon, ils sont ensemble. Quoi? Le film à la fin, l'avant-dernière scène, c'est bon, ça se finit pas tout bien, mais bon voilà. Et la dernière scène, c'est bon, en fait, on s'en fout. Hein. Il vécut heureux et il a eu beaucoup d'enfants. Allez, hein, ciao les enfants. N'oubliez pas de précommander vos places pour le 6ème qui sortira dans 2 ans, à la même période. C'est génial. Enfin bon, le 6ème, normalement, ne se fera pas. Et heureusement, parce que, voilà, le public est roi et l'âge de glace 5 a pas du tout marché. Et merci, merci. Au moins, je ne suis pas le seul à avoir été lassé par cette licence. Et Blue Sky, je ne sais plus. Ils ont fait des Rio et tout ça, mais je ne l'ai pas vu. Je ne les ai pas vus. Je ne sais pas ce qu'ils font d'autre. Mais c'est vrai que l'âge de glace, c'était peut-être la solution facile pour eux. Désormais, il va peut-être falloir qu'ils mettent la main à la pâte et qu'ils cherchent quelque chose de neuf. Sauf que j'ai l'impression que maintenant, ils se font manger par le studio d'Universal, Illumination. Dont je suis pas très friand, hein, je dois vous l'avouer. Les mignons, j'y trouve d'un débile, c'est des lapins crétins. Et puis, comme des bêtes, ouais. Quand tu passes d'un film avec des animaux, une intelligence folle comme Zootopie, et après ils te sortent comme des bêtes, ça n'a pas l'air terrible. Et là, tous en scène, c'est Zootopie qui chante.
Je pense que en dehors des Disney et des Pixar, et puis des dessins animés un peu plus, voilà, je ne sais pas, moins enfantins, je pense que le cinéma d'animation est un peu mort pour moi. Je ne suis clairement plus le public visé, bon, heureusement d'un certain côté, hein. Euh, mais ouais, Bastille Day, qui a clairement pas eu de chance. Parce que le film est sorti le 12 juillet ou le 13 juillet. Enfin, bref, pas très loin du 14 juillet. Le problème, c'est que cette année, le 14 juillet, vous savez ce qui est arrivé, les attentats de Nice. Forcément, sortir un film euh, quasiment le même jour avec un terroriste qui fait exploser une bombe à Paris, vous pensez bien que c'était pas le moment. Malheureusement, je pense que pour ce genre de film, faut qu'ils attendent au moins 2-3 ans. Parce que là, voilà. Attendez que ça se calme. Mais là, c'est vraiment pas le coup à jouer pour sortir un film de ce genre-là, hein. Attendez. Et bon, finalement, Bastille Day, qu'est-ce que ça donne? C'est un film d'action, tout ce qui est plus de classique. Idris Elba est très efficace en badass, en mec costaud. Voilà, il joue bien. On a encore un acteur de Game of Thrones, décidément. On a Charlotte Lebon, qui joue bien, mais on la sent un peu plus absente que pour The Walk ou Iris. J'en parlerai un peu plus tard. Voilà. C'était... Ça passe. Mais vraiment, le film n'a rien d'exceptionnel. Le scénario n'a rien d'exceptionnel. Donc voilà. Mais je le conseillerais, rien que pour le rôle de José Robert Downey Jr. Garcia. Franchement, rien que pour ça, ça vaut le visionnage. Independence Day Resurgence. Et on va passer directement au verdict. Sérieux, vous vous attendiez à quoi? Je ne comprends pas les réactions devant ce film. C'est Independence Day 2. Il n'y a rien de choquant. Le film est bon. On s'attendait à ça. Et on a eu ça. Il n'y a rien de... Voilà. Il n'y a rien de honteux. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi, dites-moi. Dites-moi tout. Pourquoi vous n'avez pas aimé Independence Day 2? J'ai pas compris. Moi j'ai kiffé. Comme j'ai kiffé le premier, je fais partie de ceux qui ont grandi avec le premier film. Et j'ai adoré Independence Day 2. C'était un putain de kiff. Ah oui, il n'y a plus Will Smith. Bon. Enfin, en même temps, personnellement, ça m'a pas dérangé. Will Smith, en 2016, il a fait à boire et à manger. Hein. Il a fait du très bon, comme Seul contre tous. Mais il a fait aussi autre chose. On en reparlera plus tard. Mais voilà, Independence Day 2, c'était très bon. Enfin, très bon. Aussi bon que le premier. Aussi bon que à quoi on pouvait s'attendre. Qu'est-ce que vous attendiez? Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Je trouve dommage que le film n'a pas marché et qu'on n'ait pas droit au troisième, qui, suivant la fin du deuxième, a l'air intéressant, ça aurait pu être cool. Bon, même si, bon, peut-être qu'il faut pas en faire un troisième, parce que, bon, le troisième, si on suit ce que dit le deuxième, ça va virer à quelque chose qu'on connaît déjà. On a déjà eu ce genre de film. Alors que là, bon, en termes de film d'invasion, Independence Day, ça se pose là. Et le deuxième est tout aussi bon que le premier. Je comprends ceux qui n'ont pas aimé le deuxième et qui n'avaient pas aimé le premier. Je comprends tout à fait. Mais ceux qui ont aimé le premier et qui n'ont pas aimé le deuxième, je comprends pas. Qu'est-ce que vous vouliez? Enfin, c'est... Voilà. C'est du gros blockbuster. Ça pète de partout. On s'en fout un petit peu du scénario. De toute façon, bon, enfin...
le scénario, il tient sur un timbre-poste, mais en même temps, le premier Independence Day, c'était pareil. Je vous rappelle quand même qu'à la fin du premier, la manière de tuer les extraterrestres a été trouvée à cause d'un éternuement. Ou, enfin, pas d'un éternuement, mais d'un rhume. Voilà. C'est écrit avec... c'est pas écrit avec les pieds. C'est parce que c'est quand même du divertissement hyper efficace. Et Roland Emmerich, c'est même le seul pour moi à faire du divertissement efficace avec toujours cette dose de qualité. Parce que Michael Bay, c'est très 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 bien Transformers. Hein. Enfin, du moins les deux premiers. Le troisième, on s'y fait un peu chier. Et le quatrième, oh là là, trop c'est trop. Et en plus, c'est Mark Wahlberg. Je n'aime pas Mark Wahlberg. Voilà, Mark Wahlberg est pour moi le pire acteur américain. Voilà, je le passe comme ça, voilà. Mais voilà, Independence Day 2, c'était bien. En plus, il y a Charlotte Gainsbourg. Que demande le peuple? Colonia, avec Emma Watson et Daniel Brühl. Film très intéressant qui se raconte l'histoire de un militant en Amérique du Sud avec sa compagne. Ce militant se faisant arrêter et est envoyé dans une secte, je ne sais plus le terme exact, mais enfin bref, une secte donc renfermée sur elle-même, voilà, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, on dort dans des dortoirs, les femmes et les hommes sont séparés, enfin voilà, ce genre de choses. Et le personnage d'Emma Watson va rentrer volontairement dans cette secte pour du coup en faire sortir son copain, joué par Daniel Brühl. Le film est très très dérangeant. Moi, le film m'a beaucoup interpellé. C'est le genre de film où toutes les 5 minutes vous avez envie de vous lever et de gueuler, mais c'est pas possible que ce truc existe ou a existé. C'est d'ailleurs, enfin, voilà, rassurez-moi, ça n'existe plus, hein, parce que c'est la merde quand même. Alors, je sais que les sectes ça existe encore, mais cette secte-là en particulier, oula, oula. Voilà, c'est un film qui interpelle, qui choque, et en plus de ça, qui a une bonne dose de stress, parce que c'est aussi un film d'évasion. Franchement, bon film. Très bon film. Et Emma Watson, forcément, sublime. Elle est magnifique, cette actrice. Elle est magnifique, et en plus de ça, elle joue bien. Donc voilà. Daniel Brühl, excellent. En plus, son personnage doit, sans trop vous révéler, mais son personnage doit aussi jouer un rôle, en fait, à un certain moment. Et voilà, Daniel Brühl est vraiment bluffant. De toute façon, Daniel Brühl, que ce soit dans Rush ou Inglourious Basterds, ce mec est excellent. Donc voilà. Colonia, vraiment, film assez surprenant, qui est sorti en salle en France, mais qui, pareil, a fait une sortie complètement discrète. Surtout que, pourquoi sortir ce film au mois de juillet? Comment tuer ton film? Tu fais un film indépendant et tu le sors au mois de juillet. Il n'y a personne qui veut voir ce genre de film au mois de juillet. Au mois de juillet, tout le monde veut voir les blockbusters qui envoient le paquet. Ce film-là, plutôt sortir fin d'année. Moi, je l'aurais pas sorti en juillet. Enfin, pour moi, c'était évident que le film n'avait pas marché en France. Mais enfin, je crois que le film a quand même eu un certain public à vérifier. Après, bon, c'est un film parmi tant d'autres. Mais le film est très bon, et du coup, si vous êtes passé à côté parce que, voilà, il n'a pas bénéficié d'un très gros coup de projecteur, étant donné qu'il est sorti en plein milieu de plusieurs mastodontes, en particulier il est sorti le même jour qu'Independence Day 2, eh ben, je vous invite à regarder ce film, qui est, eh bien, ma foi, assez efficace. Insaisissable 2, ou comme je préfère l'appeler, Inscénarisable 2. C'est quoi ce bordel? C'est... Oh, c'est nul. C'est pas terrible. Hein. Franchement, c'est
c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Et là, je vais rejoindre certaines critiques faites sur YouTube, mais j'ai l'impression que le film me prend pour un con. Le film me dit, bouffe ça, tu vas aimer. Je dis, si, je te jure. Si, tu vas voir, c'est bien, c'est bien. Faut juste que tu acceptes que t'es con. C'est le film Bourcochon, quoi. Le film Étouffe Chrétien. Ah non, c'est pas terrible. Et en plus, ce montage est à chier. Ah, il y a des personnages qui pop. À un moment, ils rentrent dans un magasin. Ils sont 4, je crois. 4 ou 5. Et dans le magasin, ils sont 6. Ah, c'est vraiment un film fait avec les pieds. Hein. Ah, je suis désolé. Hein. Bordel, mais Michael Caine, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Sortez! Vite! Il est encore temps! Ne faites pas le 3. Parce que ce qui paraît, il va y avoir un 3. Et alors, pour moi, le premier marchait. Parce que il y avait un twist assez intéressant sur la fin. On suivait plus les personnages de Mark Ruffalo et Mélanie Laurent. Pour moi, le premier, même s'il y avait quelques passages, ta gueule, accepte ça, ça va, ça marchait. Là, non, 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 non. Et puis alors, Daniel Radcliffe en méchant, ah, ça marche pas, ça marche pas. Donc, non, je ne vous conseille pas le visionnage d'Insaisissable 2. Le premier, à la rigueur, mais même si le premier est meilleur, c'est pas non plus excellent. Enfin voilà. Faites ce que vous voulez. Suicide Squad est un excellent film réalisé par David Ayer. Franchement, j'ai kiffé ma race. C'était génial. J'ai tout aimé. Les personnages, Will Smith au diapason, Margot Robbie, excellente en Harley Quinn, mais quel respect des comics, franchement, mais... Ah, c'était le film parfait, quoi. J'ai adoré. Vraiment, vraiment, j'ai adoré. Le scénario est bon, le développement des personnages est réussi, le montage est particulièrement réussi. Encore une fois, la preuve qu'un film peut être meilleur que sa bande-annonce. Vraiment. C'est donc verdict. J'ai adoré. Non, je déconne. C'était vraiment de la merde. Ghostbusters, où SOS Fantôme a fait son retour en 2016, enfin son retour, son reboot, avec un casting 100% féminin et un secrétaire incarné par Chris Hemsworth. Alors j'avais peur pour ce film, mais même si je n'ai pas fait comme beaucoup, je n'ai pas exprimé mes craintes sur Internet, me basant sur des arguments franchement pas terribles, c'est-à-dire en se plaignant seulement que les acteurs étaient remplacés par des actrices. Ça, c'est de l'argument bas de gamme. Non, non, non. Moi, j'ai commencé à avoir peur quand j'ai vu la première bande-annonce et que j'avais trouvé que la bande-annonce me faisait pas rire. Et finalement, eh ben, ça a marché. J'ai passé un bon moment. J'ai bien rigolé. Moi, j'étais pas non plus hilar, mais j'ai bien rigolé. Les effets spéciaux se laissaient regarder. Donc, voilà. Donc après, bon, vous connaissez déjà mon avis si vous avez déjà vu le The Critique sur SOS Fantôme. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le The Critique sur SOS Fantôme. Mais voilà, pour moi, c'était une bonne surprise. Une des bonnes surprises de cet été. Voilà. Après un Suicide Squad qui m'a franchement déçu. Franchement, Suicide Squad, c'était le film que j'attendais le plus de l'année. Comment on ne peut pas descendre aussi bas? Et du coup, SOS Fantôme, je n'avais rien à foutre de ce film. Mais voilà, voilà. Et finalement, c'était très bon. Enfin, très bon. C'était bon. Et je l'ai vu une seconde fois. Alors, par contre, je me permets de vous dire que je l'ai vu une seconde fois. Je l'ai vu en Blu-ray. Et j'ai vu cette fameuse version longue. Ne regardez pas la version longue. La version longue ralentit le rythme du film et rajoute des sketchs qui sont nuls. Mais alors, nuls.
Donc s'il vous plaît, contentez-vous de la version cinéma. Si vous ne l'avez pas vue, je vous en prie, regardez la version cinéma qui est à 1000 lieues meilleure que la version longue, qui sac un peu le film. C'est la version longue que personne n'a demandé. C'est le mec qui dit bon, je suis généreux, voilà, il reste 20 minutes. Bon, ça fait que le film est moins bon, mais vous pouvez peut-être aimer. À l'inverse de la version longue de Batman vs Superman, quoi. Ah oui, et puis, bon, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais la version longue de Suicide Squad, inutile. Inutile, voilà. Non, non, non. Le film ne devient pas bon parce qu'on a rajouté 11 minutes. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Voilà, donc pour SOS Fantôme, voilà, je n'en dis pas plus. Vous avez déjà mon The Critique, c'était très bien. Je vous invite à le voir. Jason Bourne, ou comme j'aime à l'appeler, Jason Bourne, parce que putain que ces films sont grave burnés, quoi. On a des sacrés films, des sacrées scènes d'action. Ça envoie le paquet, quand même. C'est bien fichu. Et en plus, on a des scénarios qui sont pas si cons que ça. Bon, après, rétrospectivement, à froid, je vous avoue que j'ai un peu oublié le film. En fait, à part la grosse scène à la fin à Las Vegas, et en fait le personnage d'Alicia Vikander, qui m'a vraiment marqué, que j'ai vraiment trouvé excellent, ouais, j'ai un peu zappé le film. Et c'est dommage. Ça me fait dire que c'est quand même moins bon que la trilogie originale. Et ça me fait dire aussi, est-ce qu'on avait réellement besoin d'un nouveau Jason Bourne? On parle d'un Jason Bourne 6 en ce moment. Alors bon, c'est un peu bizarre, parce que soit il y aura une suite à Jason Bourne Héritage, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Soit il y aurait un Bourne 6 avec les deux héros, donc Jeremy Renner et Matt Damon. Ça pourrait peut-être être bien, je ne sais pas. Ou un Jason Bourne 6 qu'avec Matt Damon, mais toujours réalisé par Paul Greengrass. De toute façon, Matt Damon a clairement dit qu'il ne... Tant qu'il y a Paul Greengrass, il accepterait. Si Paul Greengrass décide de partir, il refuserait complètement. Comme il l'a fait pour Jason Bourne Héritage. Donc, je ne sais pas. Même si c'est moins bien que la trilogie originale, si on s'arrête là, ça me dérange pas. Et vraiment, bon, la saga ne sera pas partie avec les honneurs, mais elle sera partie avec un film très bon, et bien meilleur que Jason Bourne Héritage. Donc, on peut peut-être s'arrêter là. Puis je sais pas, Jason Bourne, ça fait comme Rambo. On s'arrête à John Rambo. S'il vous plaît, arrêtez-vous là. Ne massacrez pas la saga, c'est bon. C'est... Parce que, clairement, je sens que s'ils en font un nouveau, ça va être l'épisode de trop. Et ne faites pas comme l'âge de glace. S'il vous plaît. Non, non, non. Arrêtez-vous là. Arrêtez. Donc bon, Jason Bourne, je vous invite à voir mon The Critique. D'ailleurs, c'est le premier The Critique de la chaîne. Donc, voilà. Il a une saveur particulière. Il a une saveur particulière de travail pas terrible. Voilà. C'est forcément, hein, faut bien faire ses armes sur quelque chose. Donc voilà. J'espère que vous aimerez ce film qui m'a plu. Mais bon, faut pas s'attendre non plus à un chef-d'œuvre du cinéma d'action comme l'étaient les trois films de la trilogie originale. Voilà, voilà. Autre suite, autre blockbuster, Star Trek sans limite. Ah, c'était moyen. Bon, vous connaissez déjà mon avis puisque j'ai pu faire un The Critique dessus. Star Trek sans limite, c'est... Je dirais pas que c'est déjà l'épisode de trop, parce que franchement, Star Trek a clairement du potentiel. Et pour le quatrième volet, ils aimeraient retourner aux bases, c'est-à-dire la relation... comment il s'appelle Capitaine Kirk avec son père, qui était interprété par Chris Hemsworth dans le premier, souvenez-vous. Chris Hemsworth n'était pas connu à cette époque-là. Ça peut être intéressant. Mais voilà, le scénario de ce troisième film, qui a été écrit par Simon Pegg, alors je ne savais pas du tout. Franchement, si je l'avais su au moment où j'ai écrit The Critique, je pense que j'aurais été encore plus méchant. Mais franchement,
tout ça pour ça. C'est le scénario d'un épisode, rien de plus. Et autant j'aime bien Sofia Boutella, je trouve qu'elle joue très bien dans Kingsman et tout ça. Autant son personnage dans Star Trek, putain, quoi. Et ça fait un peu chier, quoi, d'avoir eu deux bons films, deux très bons films même. Into Darkness, c'était vraiment excellent. Même s'il y avait un certain côté prévisible, forcément. Qui ne s'attendait pas à ce que ce personnage soit Khan. Voilà, Star Trek sans limite, c'est bof. Et franchement, ça vaut pas le coup. Donc, verdict, Star Trek sans limite, Star Trek sodomite. Instinct Survie, The Shallows, avec Blake Lively, qui était la belle petite claque de la fin de l'été. Bon Dieu que ce film était bon. Et je l'ai revu. Et bon, forcément, c'est ce genre de film qui ne fonctionne réellement que la première fois, du moins à 100%. Et surtout au cinéma. C'est un film à aller voir au cinéma. Vous allez en prendre plein les yeux, parce que c'était un film magnifique visuellement, mais alors vraiment magnifique, les couleurs étaient éclatantes, parce que c'était un film... alors je pense que c'était vraiment... Enfin, je ne sais pas si c'était parce que c'était un film Sony, comme je disais dans mon The Critique, dans ma The Critique, parce que j'ai vu aussi Les 7 Mercenaires, et c'était produit par Sony, et c'était pas non plus éclatant non plus. Donc non, je pense vraiment que ça vient du réalisateur, Jaume Collet-Serra, et vraiment, c'était bien. Et donc du coup, je pense que c'est un film que dans un salon, ça marche moins bien, sur un ordinateur, encore moins bien, et pour un second visionnage, je pense qu'il faut peut-être que je lui laisse un peu de temps, parce que je l'ai revu une seconde fois, mais 4 mois après l'avoir vu au cinéma, forcément, le film était encore frais dans ma tête. Donc, voilà, je pense que c'est le genre de film qu'il faut laisser un peu de temps. Comme les films un peu à twist. Voilà, il faut laisser un peu de temps pour oublier un peu le film, pour pouvoir mieux le redécouvrir, et pour pouvoir retrouver un peu ses sensations. C'est ce que j'avais fait pour Gravity. Et quand je l'ai revu une seconde fois, voilà, bon, ça avait mieux marché que si je l'avais revu, je ne sais pas, 4 mois après. Donc voilà. Par contre, si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à le voir. Voilà, c'est sur le plus grand écran que vous pouvez avoir. Voilà, et éteignez les lumières, et puis voilà. Comme Gravity, il faut rentrer dedans. Ce sont des films à expérience, clairement. Et quelle expérience. Donc voilà, instinct de survie, verdict, diablement efficace. Dernier train pour Busan. Donc du coup, cette année, j'ai pu voir 2 films sud-coréens. Je trouve ça cool. Et donc, du coup, Dernier train pour Busan, par contre, j'ai eu la chance de pouvoir le voir au cinéma. Oui, ça c'est bien. Surtout dans mon cinéma local, qui ne passe pas souvent des films... disons qu'en dehors des films américains et des films français, et souvent les films français c'est des comédies, et les films américains souvent des blockbusters, pas souvent des films indés, parfois, mais pas tout le temps. Eh bien, Dernier train pour Busan, j'ai pu le voir, et c'était très bien. Alors, je sais que dans ma The Critique, j'avais été assez mitigé. Enfin, quand je la revois, je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu mitigé. Faut savoir que c'est quand même le haut du panier, hein. Ça fait partie du haut du panier au niveau de films de zombies. Euh, c'est pas comparable à The Strangers, hein, parce que The Strangers, c'est vraiment... si vous prenez que la scène de zombies, à part la scène où je disais qui est un peu dérangeante, si vous prenez la scène de combat contre le zombie, là, à un moment, là, vers la fin, où ils se battent avec un râteau, la scène est ridicule, hein, mais c'est voulu.
Dernier Train pour Busan, c'est beaucoup plus serious business dans ce genre-là, dans le genre du zombie. Et disons que ça envoie plus le pâté, hein. Je veux dire, le film veut clairement t'en mettre plein les yeux et te mettre dans un climat de stress quasi permanent, ce qui est bien fait. La scène de remontée des wagons aussi est très bien foutue. Reste que, bon, il y a deux, trois trucs qui me dérangent un peu. Enfin, les survivants qui restent à la fin, même si ça revient toujours dans les films de zombies qui, en fait, eh bien, sont un message de notre société. Les personnes qui survivent à la fin, je ne vous dis pas lesquelles, mais disons que ces personnes qui survivent, eh bien, correspondent à l'avenir. Ce sont les personnes, parmi tous les personnages du film, qui envoient un message d'avenir, de futur plus glorieux, moins apocalyptique. Et j'ai trouvé que le message était quand même pas subtil et un peu déjà vu. Mais bon, tant pis. Et après, il y a aussi deux, trois trucs qui m'ont fait un peu tiquer. Alors, pour l'un, ça s'explique parce qu'il ne pouvait pas le faire à ce moment-là. Pour l'autre, par contre, il y avait clairement des choses qui lui permettaient de le faire. Et donc, ce sera mon verdict. Mais coupe-toi la main, bordel. Voilà. J'ai bien aimé ce film, mais je pense que juste pour ça, je ne pourrais pas le revoir parce que ça m'a tellement énervé aux images. Je dis, mais pourquoi tu le fais pas, bordel? Bref. Donc, Dernier Train pour Busan. Si vous ne l'avez toujours pas vu, c'est l'un des films coup de poing de l'année, l'un des films les plus efficaces de l'année, l'un des meilleurs films de zombies de ces 3 dernières années, 3, 4 dernières années. Ouais, tentez le coup. C'est très bon. Mais peut-être deux, trois trucs qui vont vous faire tiquer. Euh, mais voilà, je vous invite à voir Dernier Train pour Busan. Et à voir mon The Critique dessus. Blood Father. Donc on pourrait appeler Faut éviter de le faire chier, Mel, qui est un film dont j'avais fait un The Critique, sauf que le The Critique, comme vous avez pu voir, n'est plus présent sur la chaîne, euh, parce que, eh bien, voilà, il y a eu quelques petits problèmes techniques qui ont fait que j'ai dû supprimer la vidéo. Tant pis. Bon, en même temps, voilà, c'est pas comme si il y avait eu énormément de vues, c'est pas grave. Donc, je peux redonner mon avis. Bloodfather était vraiment l'un des films les plus surprenants de la rentrée fin août, début septembre, avec un retour de Mel Gibson qui faisait plaisir. Ça faisait vraiment plaisir de le revoir dans un rôle pareil. Et voilà, bah en fait, j'ai pas grand chose à dire de ce film. Je l'ai vu il y a 4 mois. Et bon, j'arrive à m'en souvenir un peu. Ce que je m'en souvenais pas mal, c'est que j'avais trouvé le personnage assez impitoyable. Euh, Dans le genre que. Un peu comme le personnage de Liam Neeson dans Tekken. C'est-à-dire prêt à tout pour sauver sa fille. Mais vraiment prêt à tout, quoi. Tu embêtes Mel Gibson dans ce film, il te tire une bastos directe. Et j'ai bien aimé ce côté brutal qui sied parfaitement à Mel Gibson. Et la réalisation de Jean-François Richet est toujours aussi bonne. Après les deux films Mérine, c'était très très bon aussi. Voilà, je vous invite à voir ce film qui est sorti récemment en Blu-ray, donc eh bien, tentez votre chance. Moi j'ai trouvé que c'était très très bon. Mécanique Résurrection, qui, comme son nom ne l'indique pas, est la suite du Flingueur, film qui était sorti il y a 7 ans, il me semble. Avec toujours Jason Statham, il y avait Ben Foster et Donald Sutherland dedans. Le Flingueur avait une saveur un peu particulière qui le faisait un peu démarquer de la concurrence, j'ai envie de dire, en matière de film d'action.
Voilà, il y avait deux, trois éléments qui étaient intéressants, en particulier sur la fin. Si vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas vous le dire, mais voilà, disons que il y avait un duel d'ego assez intéressant. Et Mécanique Résurrection, c'est vraiment, 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 vraiment pas terrible, hein. C'est devenu du film d'action lambda. Mais je le mettrai quand même dans la catégorie moyen parce que, bon, c'est un film d'action lambda qui est un peu chiant, je dois vous l'avouer. Mais il y a une scène qui vaut le coup et qui, franchement, était vraiment classe. Même toute la préparation sur cette scène était vraiment bien fichue. Et cette scène, vous pouvez la voir sur l'affiche et vous pouvez la voir dans la bande-annonce. Donc à la rigueur, regardez la bande-annonce. Ne regardez pas le film. Mais franchement, juste pour cette scène, le film mérite le visionnage. Allez. Parce qu'il y a vraiment tout l'aspect préparation et tout ça qui est pas mal. Et cette manière de tuer cette cible est assez bien fichue, assez spectaculaire. Mais du coup, ça a fait une scène très très cool. Le reste du film est vide, 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 vide. C'est le scénario du jeu vidéo le plus lambda, quoi. C'est j'ai ta copine, il y a 4 cibles à tuer, tue les 4 cibles. Il tue les 4 cibles, et après il va buter le méchant. Voilà. Et en plus, le méchant est complètement con, parce que le méchant, il lui dit, mais ne te rapplique pas sur mon bateau, parce que si tu te rappliques, je vais buter ta copine. Et le pire, c'est que Jason Statham fait une tentative foirée, d'arriver sur le bateau du méchant. Il n'arrive pas à sauver sa copine, et après, du coup, il est obligé de rebuter une cible. Mais j'aurais été le méchant, j'aurais buté sa copine. Au bout d'un moment, faut avoir des couilles, merde. Alors après, c'est sûr, s'il avait buté sa copine, Jason Statham, il aurait directement serait directement retourné, et puis voilà. Mais bon, la première tentative est foirée, la deuxième aurait très bien pu foirer. Ah, c'est pas terrible, hein, franchement. Et Jason Statham fait du Jason Statham, hein, donc c'est-à-dire que son jeu d'acteur n'est pas très poussé. Jessica Alba, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue, mais je me demande encore si c'était vraiment nécessaire qu'on la revoie. Et Tommy Lee Jones a un rôle complètement anecdotique. Bon, à contre-emploi, mais c'est surjoué. C'est dommage. Et surtout, il n'est là que pendant 3 minutes. Alors qu'on le voit dans la bande-annonce et tout, hein, mais il est là que pendant 3 minutes. Et il y a Michel Yeo. Michel Yeo. Mais qu'est-ce que t'as foutu cette année? Oh non! Entre Tigre et Dragon 2 et ça. Bon, au moins Tigre et Dragon 2, il y a des scènes d'action classe, des scènes de combat classe. Le seul problème de ce film, c'est que son existence n'a aucun intérêt. Mécanique Résurrection, qu'est-ce que. Le pognon. Le pognon. Et l'idée peut-être de tourner dans un décor paradisiaque. Je ne sais pas. Mais. Ah, c'est pas bon. Mais franchement, rien que pour la scène, voilà. Faites avance rapide, regardez la scène et puis coupez tout. Voilà. Un petit boulot, film avec Romain Duris et Michel Blanc, qui est une comédie d'humour noir, qui est un peu passée à l'improviste. Franchement, on n'a pas trop parlé de ce film. Et ce qui m'a surpris, c'est que le film est sorti récemment en DVD Blu-ray, et il est déjà dans les bacs à soldes, quoi. Et c'est dommage parce que ce genre de film un peu d'humour grinçant, c'est. Moi j'aime assez bien. Et surtout les dialogues sont écrits par Michel Blanc. Et Michel Blanc a un talent d'écriture en termes de dialogue vraiment excellent. Surtout dans ce genre d'humour. Et j'ai passé un excellent moment devant un petit boulot. C'est pas inoubliable. Mais franchement, voilà. Si vous aimez le genre, si voilà, vous aimez bien Romain Duris, Michel Blanc. Romain Duris d'ailleurs, ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas fait de comédie. Ça fait du bien de le revoir dans ce genre de film, puisque il peut tout jouer Romain Duris.
Franchement, il peut tout jouer. Sauf Arsène Lupin. Non, Arsène Lupin, ça marche pas. Pas du tout. Et donc voilà, un petit boulot, verdict, eh ben, c'était un petit film sympa. Voilà. De temps en temps, ça fait du bien. Alors le mois de septembre était avare en film, mais pas avare en termes de bons films. Et on a bien commencé la rentrée avec Comancheria, dont vous pouvez retrouver ma critique sur la chaîne. Donc je ne dirai rien de plus que c'était vraiment l'un des meilleurs films de l'année. J'ai vraiment hâte de pouvoir le revoir. Je me souviens parfaitement du film, c'est bien. Enfin, il faut vous dire qu'un film dont vous arrivez à vous en souvenir au moins plus de la moitié, c'est que soit c'était vraiment la pire des daubes, soit c'était vraiment le meilleur des chefs-d'œuvre. Comancheria, excellent. Vraiment excellent. Donc je ne vais pas vous en dire plus parce que bon, j'ai déjà fait une critique dessus. Et donc verdict, 10 sur 10. Kubo et l'armure magique, qui pour une fois est un film, est un titre qui est, disons, plus appréciable que le titre anglais, puisque Kubo and the Two Strings, voilà, ça n'aurait pas très bien marché en France, je pense. Voilà. Mais Kubo est un film magnifique. Et alors, je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que c'était réalisé par Henry Selick, celui qui avait fait Coraline, et puis L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui n'est pas réalisé par Tim Burton. Les personnages sont designés et l'univers sont designés par Tim Burton, mais ce n'est pas réalisé par Tim Burton, c'est réalisé par Henry Selick. Enfin, bon, je pense qu'au bout d'un moment, ça fait quelques temps qu'on le rabâche, au bout d'un moment tout le monde l'a compris. Kubo, ce n'est pas réalisé par Henry Selick, mais l'esthétique du film fait penser à Henry Selick. D'ailleurs, il me semble par contre que c'est la même boîte. C'est la même boîte. Et c'est magnifique. Et en plus de ça, les combats sont cool dans ce film. Ah, c'est génial. Ce film est génial. Vraiment. Si vous aimez un peu l'ambiance japonais, tout ça, les belles histoires, tout ce qui est bien écrit, tout ça, si vous aimez les bons films, soyons clairs tout de suite. Si vous aimez les bons films, regardez Kubo. Par contre, du coup, je suis emmerdé. Parce que, Oscar ex aequo avec Zootopie, du coup. Je sais pas. Tantôt, je me dis, ah, Zootopie, c'était bien. Mais d'un autre côté, je me dirais, si Kubo gagne, c'est quand même. Voilà, ça fait plaisir parce que ça fait quelque temps que Disney gagne l'Oscar à chaque fois. Bon, même si Zootopie, vraiment, là, pour le coup, le mérite. Ah, je suis partagé. Donc, vraiment, que ce soit Zootopie ou Kubo qui gagne l'Oscar du meilleur film d'animation, ce sera amplement mérité. Si c'est un autre film, ça va chier. Ce sera pas bien. Les 7 mercenaires, réalisé par Antoine Fuqua. Non, je ne referai pas la blague. Avec Denzel Washington, qui finalement, c'est son acteur fétiche désormais, puisqu'ils ont déjà fait ensemble The Equalizer, qui est excellent, je vous invite à le voir. Training Day. Voilà, ils commencent à bien s'entendre les deux, je pense. Surtout que, ça y est, The Equalizer 2 est annoncé. Voilà, j'ai très hâte. Surtout qu'il doit sortir cette année ou l'année prochaine, je ne sais plus. À vérifier. Les 7 mercenaires est un très bon remake. Franchement, alors, pour le coup, je dois vous avouer que je n'avais pas vu les 7 mercenaires avant de voir le film. Je n'ai toujours pas vu les 7 mercenaires. Mais depuis, j'ai vu les 7 samouraïs, qui est l'œuvre originale, puisque les 7 mercenaires de 1960, si mes souvenirs sont bons, c'est déjà un remake à la base. Et les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, je l'ai donc vu, donc j'ai pu le comparer avec les 7 mercenaires, et j'ai trouvé que les 7 mercenaires, eh bien, c'était un bon remake. C'est peut-être je ne pense pas que c'est la copie conforme du film des années 60.
parce que pour avoir vu quelques extraits, mais il faut que je le voie, hein, je vais le voir dans les prochains jours, mais pour avoir vu quelques extraits, ça a quand même d'être assez différent. Les 7 mercenaires de 2016, c'est quand même avec un humour moderne. Voilà, c'est du western moderne, hein, c'est du western blockbuster. Et j'ai trouvé le film très bon. J'ai pas trop compris la, la critique comme quoi, bon, il y avait 7 mercenaires et du coup, il y a certains des mercenaires qui sont sous-développés. Pour avoir vu les 7 samouraïs, qui fait quand même bien ces 3 heures, ben, en 3 heures, Akira Kurosawa a pas développé des masses les 7 personnages. Il y en a réellement que 3 ou 4 qui sortent du lot. Mais sinon, les 3 autres, moi je les appelais chemise à fleurs. Toi, c'est celui qui aime bien bouffer. Et toi, bah, c'est celui qui reste. Voilà. Mais ouais, enfin, tu ne peux pas développer énormément les 7 personnages. Alors oui, ils ont un caractère très usuel. Mais finalement, c'était pareil dans Akira Kurosawa. Et le film durait 3 heures. Là, les 7 personnages, ça dure 2 heures, peut-être 2h20. Et au moins, même si ils ont leurs personnages, les personnages, certains personnages ont juste une fonction, ça permet facilement de les distinguer. Alors que je trouve que dans le film d'Akira Kurosawa, ben, c'est 7 samouraïs, c'est 7 samouraïs. Mais ça reste quand même du chef-d'œuvre parce que c'est l'œuvre originelle et le scénario est excellent. Il est simple, mais il est excellent. Et d'ailleurs, c'est beau de voir que les chefs-d'œuvre d'hier font les blockbusters d'aujourd'hui. Parce que voilà, c'était tellement innovant en matière de scénario, on n'avait jamais vu ça. Et du coup, maintenant, ça. Si Akira Kurosawa est sorti les 7 samouraïs en 2016, ça aurait été un blockbuster. Clairement. Un blockbuster intelligent. Mais un blockbuster tout de même. Euh, et donc voilà, je trouve ça cool. Et du coup, les 7 mercenaires, eh ben, verdict, c'est un bon remake. Et je vous invite à voir ce film. Kingsglaive Final Fantasy XV est un putain de produit dérivé. Mais alors, oh là là, comme quoi, dans le capitalisme, on peut faire des choses très cool. Oh là là, que c'était bien. Oh là 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 là, Kingsglaive. Et du coup, bon, j'ai pu faire un The Critic, le dernier en date. J'ai pu faire un The Critic dessus. J'ai pu le voir une seconde fois. Et oh là là, c'est excellent. Et en plus, maintenant, je peux en parler à froid. Et en plus de ça, j'ai pu aussi faire Final Fantasy XV, le jeu, que j'ai fini récemment. Et du coup, c'est... L'histoire du film est plus cool quand même. J'ai été un peu déçu sur le scénario de Final Fantasy XV, je dois vous avouer. En particulier sur la fin. J'ai trouvé un peu facile et un peu déjà vu dans ce genre de jeu vidéo. C'est un peu dommage. C'est très emblématique, mais... Oh là là. Faites du neuf, purée. S'il vous plaît. Mais bon, le jeu reste très très bon, hein. Franchement, si vous aimez les jeux de balade, moi j'adore me balader dans le jeu, j'adore faire des petites missions et tout ça. Moi c'est mon kiff ça. Euh, pour revenir au film, c'est le plus beau film d'animation qu'a fait la firme Square Enix. Ça envoie de la gueule. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été nominé aux Golden Globes. Peut-être parce qu'il n'est pas sorti au cinéma. Je trouverais ça bizarre. Parce que oui, ça fait clairement partie des meilleurs films d'animation de l'année. Largement. Et c'est épique as fuck, quoi. C'est vraiment génial. Et du coup, je vous invite, même si vous, voilà, même si vous n'aimez pas trop Final Fantasy ou ce genre de choses, tentez le coup. Franchement, tentez le coup. Si vous n'aimez pas les jeux vidéo et tout ça, tentez le coup. Et ça se peut, vous aurez envie de jouer au jeu après. Mais attendez-vous à être un peu déçu. En termes d'histoire. Sinon, contentez-vous de Kingsglaive. Franchement, ça, vous pouvez vous en tenir. C'était très bien.
Je le reverrai sans doute encore une fois cette année et encore les autres années qui viennent, parce que c'était vraiment exceptionnel. Et je vous le conseille. Euh, Partez sans a priori. Dites-vous que vous allez voir un film d'animation avec du coup des thématiques un peu fantaisistes, mais aussi un peu de la science-fiction. Et le mélange est assez bien foutu. C'est un côté cyberpunk. Voilà. Cyberpunk. Et le mois d'octobre a été marqué par le retour de Tim Burton dans le genre fantastique après le biopic Big Eyes. Ce retour s'est concrétisé par l'adaptation d'une série de romans s'intitulant Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et le résultat est un bon divertissement, souffrant malheureusement d'énormes défauts, dont plusieurs incohérences dans son univers. Malgré un univers attractif, des personnages attachants, on a beaucoup de mal, je trouve, à rentrer pleinement dedans. Euh, L'invitation à cet univers se fait plus dans la douleur que pour un Harry Potter à l'école des sorciers, pour ne citer que le meilleur exemple d'introduction à un univers. Et malheureusement, dans ce genre de film, dans ce genre d'adaptation, et en particulier dans les premiers tomes, on adapte un nouvel univers, on doit savoir trouver un équilibre entre explication de l'univers et péripéties. Le problème, c'est que cet équilibre dans Miss Peregrine n'est pas très bien amené, puisque les explications sont soit trop expéditives, soit passées sous silence. Ce qui explique les incohérences. Je pense que ces incohérences ne doivent pas exister dans le bouquin, ou alors celles qui doivent exister sont des incohérences minimes, mais tout ce qui relève de la boucle temporelle, bon. Quand on traite du temps dans un film, surtout dans un film fantastique ou de science-fiction, généralement il y a 99% de se vautrer ou d'avoir une incohérence. Le problème, c'est que là, on nous dit juste ta gueule, c'est temporel, ta gueule, c'est magique. Il n'y a pas de réelle explication sur la boucle temporelle. Pourquoi les enfants ont conscience de la boucle temporelle et ne vieillissent, mais par contre ne vieillissent jamais? Je veux dire, si leur corps ne change pas, pourquoi leur esprit, lui, ne change pas non plus? Pourquoi ils ne se réveillent pas le matin et ne font pas la même chose que la journée d'avant parce qu'ils n'en ont aucun souvenir, enfin ce genre de choses. Pourquoi l'un des enfants particuliers est mort et ne renaîtrait pas avec la boucle temporelle? Ou alors, si c'est expliqué dans le bouquin, pourquoi garder le cadavre de ce putain de gamin dans sa putain de chambre? Ça doit commencer à sentir le macabée violent, quoi. Les antagonistes, donc tout ce qui est le groupe des bouffeurs du deuil, moi je les appellerais comme ça, j'ai complètement perdu le nom des monstres et même des différentes catégories de personnages, ce qui montre que voilà, le film est un bon divertissement, mais ne laisse définitivement pas une marque indélébile. Euh, c'est pas un univers qui va réellement vous marquer, et je ne pense pas par ailleurs qu'il y aurait lieu à une suite. Même si je crois que le film a plutôt bien marché, je crois pas que Tim Burton est intéressé d'en faire une suite. Enfin bon, on verra bien. Donc pour ce qui est des antagonistes, le design est plutôt cool, mais il me fait beaucoup penser au design qu'il y avait dans un film. Alors je ne sais plus, je ne suis pas sûr du nom, mais il me semble que c'était un film avec Paul Bettany. Et ça doit être, c'est pas Prius, ça doit être Angel, un truc comme ça. Où c'était en fait, des anges déchus. Et en fait, le design des anges déchus me fait beaucoup penser à ce design des antagonistes, du coup, de Miss Peregrine. Bon, ça reste un très bon design.
c'est un peu copié par-ci par-là, mais bon, ça reste un très bon design. Ça se peut c'est le design du bouquin, ça je n'en sais rien. Et alors, c'est tout à leur honneur. De toute façon, l'univers visuellement est très 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 attractif. C'est dans le fond qu'il manque quelques explications qui, je suis sûr, sont présentes dans le bouquin. Ou alors, si elles ne sont pas présentes dans le bouquin, eh bien, la chose est viciée à la base, j'ai envie de dire. Euh, pour le reste, ça se laisse regarder sans problème. Le personnage principal, qui n'est clairement pas Miss Peregrine, puisqu'elle est absente pendant une bonne partie du récit, du film. Le personnage principal, c'est le personnage d'Asa Butterfield que l'on suit dès le début et que l'on suit toute sa progression. Le personnage est un peu... Alors, dans ce genre de personnage, il faut savoir trouver un équilibre entre, disons, le mec qui est incroyablement fort, qui comprend tout de suite, qui est l'élu, qui bastonne les méchants en deux temps, 3 mouvements, et le mec qui ne sait pas tirer avec une arbalète, et qui à la fin ne sait pas tirer avec une arbalète. Voilà, faut savoir trouver un équilibre. Hein. Au début, que le mec ne sache pas tirer, tu te dis oui, bon, ça passe. Et quand 3 scènes plus loin, le mec ne sait toujours pas bien viser, ça devient lourd. Et l'utilité de ce personnage se fait cruellement... Enfin, pas l'utilité, justement, l'inutilité de ce personnage se fait cruellement ressentir. Alors oui, il est là pour protéger, il protège pas des masses. Clairement pas. Bon. Et donc, voilà, Miss Peregrine, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Peut-être que j'aurais plus apprécié un film plus centré sur le personnage de Miss Peregrine. Je ne sais pas. Ce qui aurait permis de... Je ne sais pas si ça aurait permis d'avoir de meilleures explications, mais déjà qu'on nous explique bien comment fonctionne son système de transformation, puisque le personnage d'Eva Green et le personnage de Judi Dench sont des personnages qui peuvent se transformer en oiseaux et qui donc peuvent manipuler le temps. C'est elle qui contrôle la boucle temporelle. Voilà, nous permettre d'en savoir un peu plus sur ces personnages aurait permis d'enlever déjà 2-3 bonnes incohérences. Je ne peux malheureusement pas parler de ces incohérences sans spoiler la fin du film, donc je ne vais rien dire. Mais voilà. D'ailleurs, la fin du film, sans trop révéler, est chouïa classique. C'est mignon, mais voilà quoi. Par contre, la chanson de Florence and the Machine est bien sûr incroyablement magnifique. Et puis, Eva Green est toujours pour moi. J'adore cette actrice. Et en plus, elle est magnifique. C'est l'un de mes plus grands fantasmes. Donc, ce sera pour moi mon verdict. Eva Green, épouse-moi. Faut tenter dans la vie. Je pense qu'il faut tenter. Encore une suite, me direz-vous, mais celle-là, on l'a attendue depuis quelques temps. Bridget Jones' Baby est le 3e volet de la saga Bridget Jones et je suppose le dernier, mais peut-être pas. Hein, ça, on sait jamais, ce genre de choses. Finalement, qu'est-ce que ça donne? Alors, on retrouve la réalisatrice, il me semble, du premier volet, qui était bien évidemment largement meilleur que le 2e volet, qui est d'un banal sans nom. D'ailleurs, je n'avais vu que... Avant de voir le 3, j'ai dû me refaire le 1 et le 2. Et en fait, le 2, je l'avais jamais vu. Et ouais, le 2 est pas terrible. Hein. Vraiment, vraiment pas terrible. Et finalement, Bridget Jones' Baby, je n'en attendais que dalle. Et j'ai été agréablement surpris. Pour moi, c'est celui qui a le mieux... Sur moi, c'est celui qui a le mieux fonctionné des 3. J'ai beaucoup plus ri devant ce film que devant les 2 autres. Et même si c'est le plus long, je crois, parce que il dure 2 heures, je n'ai pas vu le temps passer. J'étais à fond dedans. J'ai quasiment ri à toutes les scènes. Alors je n'étais pas non plus hilar, hein, mais vraiment j'ai passé
décidément, je dois le dire énormément de fois dans cette vidéo, j'ai passé un excellent moment. Et voilà, je n'aurais pas grand-chose à dire, à part que c'était très bien écrit. Le personnage d'Emma Thompson est bien sûr excellent. Je veux dire, mettre Emma Thompson en gynécologue, c'est... Voilà, c'est l'une des meilleures idées de l'année. Et à chaque apparition, l'humour est présent. Franchement, rien à dire de ce film. Il n'y a même pas, je ne sais pas, un petit défaut à trouver. Non, c'est bon, peut-être le seul défaut que l'on pourrait dire, mais j'ai envie de dire, c'est le défaut du genre. Une certaine prévisibilité. Bon, hein, en même temps, quand on va voir Bridget Jones, on s'attend pas à ce qu'il y ait un zombie qui débarque à la fin du film ou ce genre de choses-là. Donc, bon, voilà. On sait à quoi s'attendre. Et finalement, si le film offre ce à quoi on s'attendait, on passe un très bon moment. Et le résultat est très bon. Mais en plus de ça, le film est très très drôle. Et du coup, a réussi à me surprendre sur ce point-là. Et en quelque sorte, pour moi, le film brise la règle des trois au cinéma, qui dit toujours que le troisième volet est le moins bon dans une trilogie. Et ben pour moi, Bridget Jones Baby, et ce sera mon verdict, c'est le meilleur des trois. Et donc je vous le conseille. The Light Between Oceans, traduit en français par Une vie entre deux océans. Il n'y a pas de problème. C'est donc un film adapté du roman du même nom, avec Alicia Vikander, ou Alicia Vikander, je ne sais pas comment on dit son nom, mais voilà. Michael Fassbender, ou Rachel Weisz, bref, Rachel. C'est un film dramatique où un couple qui s'occupe de garder un phare sur une île un peu bien à l'écart de la Grande-Bretagne, voit arriver à la marée un enfant et un cadavre. Le problème, c'est que ce couple, ne pouvant, ou ayant de nombreuses difficultés pour avoir des enfants, se disent si on allait garder le gamin. Et ça va être le commencement des emmerdes. Et ça aurait été bien si tout cela, tout ce que je vous dis, se passait dans les 30 premières minutes. Sauf que ce n'est pas le cas. Le gros problème du film, selon moi, c'est sa longueur. L'élément perturbateur, comme on dit, dans un récit, il y a toujours voilà, le début de l'histoire, l'élément perturbateur qui est censé faire chambouler la situation initiale des personnages pour donner lieu du coup à la péripétie qui va eh bien, nous intéresser. Et bien cet élément perturbateur arrive au bout d'une heure de film. Mais bordel, qu'est-ce qu'on se fait chier avant Parce qu'en fait, le film, pendant toute sa première partie, va nous raconter comment les deux personnages se sont rencontrés, comment ils sont arrivés en couple. Et je ne pense pas que c'était nécessaire. Alors oui, il fallait nous montrer bien évidemment des scènes avant eh bien, l'arrivée de l'enfant pour qu'on soit suffisamment attaché à ce couple. Mais une heure, c'était pas nécessaire, clairement pas. Je pense qu'on aurait largement pu commencer le film avec le couple déjà établi. Personnellement, ça m'aurait pas dérangé et je pense que j'aurais eu la même réception de tous les événements qui se passent après. Voilà. Je n'aurais pas eu des sentiments différents, ou je n'aurais pas eu, eh bien, c'est pas un sentiment de rejet devant une certaine émotion. Voilà. Le film est très émouvant, le film fonctionne bien, les acteurs sont bien évidemment excellents, mais voilà, il y a ce problème que verdict, c'est bien, mais c'est un peu chiant quand même. Oh mon Dieu. Don't Breathe, annoncé comme étant le meilleur film d'horreur de ces 10 dernières années, est finalement un réel pétard mouillé. Sincèrement, ça vous fait peur? Un papy d'Ardeville? C'est ça l'horreur, comme vous dites? Ah bon, eh ben voilà, eh ben, je vais vous décevoir, mais Don't Breathe, pour moi, n'est pas un film d'horreur, ou alors n'a pas du tout marché sur moi, mais alors si vraiment un klebs enragé qui saute sur l'écran 5 ou 6 fois pendant le film, ça vous fait encore peur, ou encore le coup du personnage qui arrive par derrière
et tu te dis merde, 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 qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, ce genre de jumpscare à la con, si ça encore ça vous fait peur, alors oui, Don't Breathe est un film d'horreur. Mais alors c'est pas du tout novateur, et ça fait même partie des pires. C'est vraiment pas terrible. Et pour moi, Don't Breathe n'est qu'un mauvais thriller. Pourquoi mauvais? Parce que le film n'a aucun sens. Enfin, je ne sais pas. Le, le personnage aveugle, bon, ancien soldat, donc forcément, à Hollywood, quand t'es un ancien soldat, tu te bats comme Liam Neeson. C'est une règle. Hein. Voilà, c'est comme la règle de 3 en maths. Si t'es un ancien soldat dans un film, forcément, tu es plus fort que tous les autres mecs dans le film. Voilà. T'es un surhomme, t'es Jason Statham, t'es Liam Neeson. Voilà. Ça, c'est une règle d'Hollywood désormais. Le problème, c'est que ce personnage, du coup, c'est un peu ce qui nous intéresse, c'est qu'il cache quelque chose dans sa maison, dans son sous-sol. Et cette chose est complètement incohérente. Et j'aime pas faire des spoilers, mais pour le coup, je suis obligé de faire un spoiler pour parler de cette incohérence. Et donc, je compte jusqu'à 3. Si vous voulez toujours découvrir ce chef-d'œuvre du 7e art, je vous invite donc à passer au timecode qui vous sera indiqué. Et voilà, je vous souhaite donc un bon visionnage de Don't Brief, parce qu'apparemment vous voulez voir ce que ça vaut. Mais vraiment, je ne vous le conseille pas. Ce n'est vraiment pas du tout un bon film d'horreur, et ce n'est vraiment pas du tout un bon film. 3, 2, 1, spoiler. Donc pour ceux qui sont restés, l'aveugle, du coup, a kidnappé la fille qui a tué par accident la fille de l'aveugle. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est qu'apparemment, cette fille est l'enfant d'une famille de riches, et du coup, c'est pour cela qu'elle a réussi à échapper au procès, tout simplement parce que la famille a versé des bifetons au pépé. Le problème, comment tu peux kidnapper une fille de riche et la garder dans ton sous-sol sans que la famille ne soit conscient que sa fille soit enlevée et que la police n'ait pas débarqué dans la maison du suspect le plus évident et qui n'aurait même pas fouillé le sous-sol. Parce que la porte du sous-sol, c'est pas comme si elle était derrière un placard ou je ne sais quoi, ou bien cachée. Hein. C'est la porte du sous-sol. C'est la cave. Je ne sais pas. Alors peut-être que les parents de cette fille sont morts et que personne ne la cherche. Enfin, c'est quand même assez exceptionnel, non? Enfin voilà. J'ai trouvé le principe totalement con. En plus, ça fait genre, on s'inspire un peu de Millennium ou je ne sais quoi dans le design du sous-sol. Ça fait très Millennium de David Fincher. Ou même Millennium de la version suédoise. Enfin, Millennium tout court, quoi. Non, non, non. C'est complètement incohérent. Donc, fin du spoiler. Vous pouvez réécouter. Don't Brief est une belle merde. Voilà. Bonne journée. L'un des films français les plus ambitieux de l'année est réalisé par Jérôme Salle et se prénomme L'Odyssée. C'est le biopic de Cousteau, incarné à l'écran par Lambert Wilson, avec Audrey Tautou incarnant sa femme et Pierre Ninet incarnant son fils aîné, il me semble, mais j'ai un doute. Bref, L'Odyssée, c'est un film magnifique, visuellement irréprochable. Au niveau du jeu d'acteur, rien à redire. Clairement, celle qui m'a le plus bluffé, c'est Audrey Tautou. Mais Pierre Ninet est très bon et Lambert Wilson est excellent. Le problème de ce film, même s'il n'en est pas réellement, un, mais c'est le biopic de qui? De Cousteau ou de son fils? Parce que réellement, le problème du film, c'est que on commence le film avec le fils, on finit quasiment le film avec le fils.
quand tu encadres le récit avec deux personnages, avec le même personnage, ce personnage, le plus souvent, est considéré comme le personnage principal. Si en plus de ça, tu le suis pendant tout le film, de son enfance jusqu'à la fin du film. C'est... Je ne sais pas. C'est un point de vue un peu particulier. En fait, je pense que Jérôme Salle voulait se centrer plus sur la relation père-fils entre Cousteau et du coup son fils aîné. Je suis vraiment pas sûr que c'est son fils aîné. Bref. Entre Lambert Wilson et Pierre Ninet, voilà, comme ça c'est fait. Le problème, c'est que du coup, Pierre Ninet, le personnage de Pierre Ninet prend plus d'ampleur que le personnage de Lambert Wilson. C'est voilà, c'est un choix assez étrange. Mais après, le film reste tout à fait bon. Hein. Faut juste accepter ce point de vue-là. Après, le problème, je pense, c'est que la vie d'un mec comme Cousteau, ça pourrait faire 45 films. Et que, bien évidemment, il faut choisir un angle d'attaque. Et voilà, cet angle d'attaque n'était peut-être pas le meilleur, mais bon, il est clairement bien développé, bien abordé, bien interprété. Donc voilà. Si cela ne vous intéresse pas, au moins allez voir le film. Enfin, allez voir. Achetez le film quand il sera sorti. euh, au moins pour les belles images. Puisque clairement, c'est un film magnifique. Et qui, surprenamment, au niveau du budget, n'a rien à envier à une production américaine. Voilà. C'est vraiment magnifique. Le film français le plus ambitieux de l'année, je pense. Et l'un des meilleurs films français de l'année. Et donc, verdict, l'Odyssée, c'est un peu le grand bleu avec un bonnet rouge. Alors, dans le rang des suites que j'attendais énormément cette année, il y avait bien sûr Jack Reacher, Never Go Back. Pourquoi? Parce que le premier film réalisé par Christopher McQuarrie était un film brutal et ramenait tous les codes des films policiers des années 70, avec, je pense particulièrement à l'inspecteur Harry ou au justicier. Et j'avais été agréablement surpris par le premier Jack Reacher. Du coup, quand ils ont annoncé enfin la suite, j'attendais énormément. Mais en plus de cela, quand ils ont dit que le réalisateur serait Edward Zwick, qui est le réalisateur du Dernier Samouraï, de Blood Diamond, j'étais fou. Je voulais voir ce film. Et finalement, comme beaucoup de films que j'attendais en 2016, j'ai été déçu. Alors, bien sûr, une déception de moindre ampleur que pour Suicide Squad, mais une déception tout de même. Pourquoi? Parce que Jack Reacher, le premier Jack Reacher, avait une ambiance tout à fait particulière, brutale et, somme toute, assez réaliste. Il y a plein de petites scènes dans le film qui ancraient le film dans une réalité. Je veux dire par là, par exemple, lors d'une course-poursuite, le personnage de Jack Reacher cale et redémarre la voiture. Le jour où vous verrez un Fast and Furious où Vin Diesel cale et redémarre sa bagnole, je pense qu'on sera arrivé au 45e épisode d'ici là. Mais c'est toujours pas arrivé. Et du coup, Jack Reacher, dans ces petites scènes-là, donnait quelque chose d'assez matériel, fongible avec le film. Euh, on était dedans. Enfin, Jack Reacher, on disait, il existe. Il est là. Il est avec nous, il est en face de nous. Le problème, c'est que Jack Reacher, dans Jack Reacher 2, ben c'est un héros de film d'action lambda. Ni plus, ni moins. Et l'histoire du film m'intéressait beaucoup moins que l'histoire du premier film. Parce que l'histoire du premier film, c'était quand même une enquête policière, tout ça. Alors que là, c'est plutôt... c'est pas réellement une enquête, c'est plutôt une course-poursuite, sans en être totalement une, mais voilà, c'est des évadés qui se cachent, qui sont en fuite, et le complot qui les accusait de traître sera révélé à la fin. Mais voilà, quoi, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors, Tom Cruise fait toujours le café niveau
acteur de film d'action. Ça, il n'y a pas de problème, il est impeccable. Les scènes d'action sont pas mal, vraiment pas mal. Il n'y a rien de novateur, hein, clairement pas. Hein. Si ce n'est que on pourrait penser que le côté brutal serait perdu, mais à certains moments, on le retrouve dans certaines scènes d'action, plus particulièrement des scènes de combat au corps à corps, où là vraiment, on voit que le personnage de Jack Reacher, c'est un mec qu'il faut surtout pas chercher des noises, parce que s'il te dit qu'il va te faire une coupe au carré, eh ben il va te faire une coupe au carré, littéralement. Et ça, j'ai trouvé ça beau. Ça, voilà. J'ai trouvé ça bien. Donc finalement, le film, il est bien, mais voilà quoi. Donc, verdict, efficace, clairement efficace, mais décevant. 6e film de super-héros de l'année, oui, ça commence à en faire un peu beaucoup. Et encore, 2017 s'annonce encore plus fructueux de ce point de vue-là. Doctor Strange avait la particularité d'offrir, en plus d'un nouveau film de super-héros et d'un nouveau film Marvel, eh bien, il offrait l'introduction à un tout nouvel univers, ou en tout cas un tout nouveau pan de l'univers du Marvel Cinematic Universe. La partie mystique, la partie magique. Et pour le coup, Doctor Strange est une putain de claque visuelle, aller-retour gauche-droite, en permanence pendant le film. Et du coup, alors que je n'en attendais rien du tout, parce que les bandes annonces ne me vendaient rien, je me disais oui, bon, mais c'est un nouveau super-héros, c'est un nouveau Marvel, on va voir ce que ça vaut, ce sera peut-être divertissant, j'espère que ce sera divertissant, mais je n'en attends rien de plus. Et wow, dès la scène d'introduction, le film, oh, voilà, j'étais sans voix. Et j'ai pas vu le film passer. Et j'ai été transporté dans cet univers. Et là, on pourrait comparer avec Miss Peregrine, c'est que là, clairement, cet univers, déjà cet univers me parle, parce qu'il ne semble pas être un mélange entre X-Men et Harry Potter. Et en plus de cela, c'est visuellement inédit. On n'a jamais vu ça. On se demande même si on est dans Marvel. Et pour moi, c'est la grosse réussite du film. C'est qu'on se demande si on est réellement en face de Marvel. Bon, bien sûr, il y a plusieurs éléments du film qui nous rappellent que oui, ce film, ce personnage évolue bel et bien dans le même univers que Captain America, Iron Man, Ant-Man, Black Widow, enfin voilà. Mais en même temps, en film indépendant, je veux dire, en film en tant que lui-même, il se suffit à lui-même, ce film se suffit à lui-même, et c'est pour moi le gage d'un très très bon film de super-héros et un très bon film du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on a quand même... Le MCU a une forte tendance à devenir une série, réellement. On va voir le nouvel épisode, et les films ne se suffisent plus à eux-mêmes. Quand on voit Captain America Civil War, si on n'a pas vu les 12, il me semble 12, hein, les 12 films du MCU avant, vous allez ramer à quelques scènes quand même. Hein. Et je pense que c'est un petit peu le problème du MCU. Et je pense que c'est pour ça que Avengers Infinity War, partie 1 ou 2, ou Avengers 3 et 4, ils ne savent plus vraiment quoi faire de leur titre, et moi je ne sais plus ce que c'est réellement le projet. Enfin, c'est un tournage en commun, mais les deux auront deux titres différents. Ce sera deux films différents. Enfin bref. Donc cet Avengers 3 et 4, je pense que c'est inévitable. Ce sera une réelle machine à laver. On va prendre le vieux linge, on va le laver et hop, nouveau linge. Ce qui va donc faire que réellement, après ces Avengers 3 et 4, il y aura une nouvelle introduction à l'univers, une nouvelle facette d'univers qui pourra permettre aux novices de commencer par là, ou au lieu de commencer par Iron Man en 2008. Je pense que c'est inévitable.
Sinon, ça va forcément faire comme dans les comics, c'est que au bout du numéro 258, t'auras perdu tout le monde. Et plus personne ne voudra commencer au numéro 258. Voilà. Parce que, bon, le problème de Doctor Strange, c'est que les gens qui l'ont pas vu, pour eux, c'est Marvel 14. Et ceux qui n'ont pas vu les 13 autres, ils vont se dire, bah non, je vais pas regarder Doctor Strange, j'ai pas vu les 13 premiers. Voilà. Je pense que c'est inévitable qu'il y ait un rebattage de cartes, hein, totalement de la part du MCU. Après cet Avengers plus gros que tous les autres films de super-héros réunis, plus gros que tous les autres blockbusters réunis. On verra. Pour en revenir à Doctor Strange, pardon. Bien sûr, des défauts inhérents au film Marvel, même construction, même rythme, même humour qui peut paraître forcé. Moi, le problème, c'est que, en fait, l'humour Marvel ne me dérange pas, mais clairement, il ne me fait pas rire. C'est quoi là, je vois la vanne, je suis complètement stoïque, mais ça me dérange pas. Écoutez, voilà. Ça fait rire les gosses dans la salle. Oui, 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 parce que, voilà, les enfants peuvent aller voir Doctor Strange, c'est nouveau. J'espère qu'ils n'auront pas été traumatisés par la scène d'accident du début du film. Enfin, après tout, hein. Bref, on va pas parler de ce sujet-là. Mais du coup, Doctor Strange, pour moi, ça a été, oui, un total oui. De bout en bout, j'ai adoré le film. Même si le scénario était simple, le scénario était efficace, les personnages étaient excellents, les acteurs étaient au rendez-vous, bordel de merde. Tilda Swinton, voilà, je la veux d'Avengers 3, Avengers 4. Ce sera peut-être compliqué de la faire revenir, mais je veux que vous la fassiez revenir. Voilà. Vous vous démerdez. Démerdez-vous. Vous avez le pognon. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Donc voilà, Doctor Strange, pour moi, le verdict, c'est le meilleur Marvel. Ni plus, ni moins. Est-ce que c'est le meilleur film de super-héros? Non. Mais c'est le meilleur Marvel? Oui. La fille du train. Adaptation d'un roman s'intitulant La fille du train, quelle curieuse coïncidence, est un film, un thriller, avec Emily Blunt dans le rôle d'une alcoolique qui a du mal à supporter que son mari l'ait quittée pour une autre, qu'elle est divorcée avec son ex-mari. Voilà. On va dire que ça résume un peu la situation initiale du film. Du coup, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut un thriller très efficace, très bon. Dans le sens que, oui, on est à fond dans l'histoire, on veut savoir comment ça va se finir. Même si la construction du film, qui pour le coup a quelque chose de légitime, puisqu'elle essaye de copier la construction du bouquin. Mais cette construction, le fait de suivre tel personnage pendant une certaine partie, puis ensuite de suivre un autre personnage, puis ensuite un autre personnage, a quelque chose de redondant. Ce qui, je pense, passe beaucoup plus facilement dans un livre, puisque, voilà, il y a un chapitre, on va suivre tel personnage. On finit le chapitre, on suit un autre personnage. Hop, il n'y a pas de problème. Dans un film, ça fait vraiment partie 1, partie 2, partie 3, ce qui donne quelque chose d'assez artificiel. Et je pense fait perdre au film un sens du rythme. Le rythme du film est complètement perdu, je trouve, au bout de 40-45 minutes. Parce qu'on va suivre un autre point de vue des événements qui se sont passés avant. Voilà, alors ça reste toujours intéressant, ça reste toujours neuf, mais malheureusement, le film n'arrive pas à cacher une certaine répétitivité, et je pense que c'est dommage. En plus de cela, le twist final, pas particulièrement ouf. Voilà. Moi personnellement, j'avais vu le coup j'avais vu le coup à des kilomètres, parce que, voilà, disons que l'acteur ou l'actrice qui interprète ce personnage a souvent des rôles de connard ou connasse. Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, toi, t'es méchant ou méchant. Toi, t'es pas gentil. Toi, tu vas causer un problème. Et finalement, le film a suivi mes prédictions. Bon, c'est pas grave. Ça reste quand même plutôt bien écrit. Et je pense, voilà, le livre, ça doit fonctionner du feu de Dieu. Mais réellement, pour moi, ce twist-là n'a pas marché sur moi. Je l'avais prévu. Mais il y a un autre, un semi-twist que je n'avais pas prévu, qui arrive un peu avant. Et que là, du coup, j'étais, ah, ça c'est intéressant.
Ça, c'est bien fichu. Voilà. Mais dans le même genre, c'est pas Gone Girl. Niveau adaptation de thriller, pas Gone Girl. Ça vient peut-être de moi. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, j'attends un scénario à la hauteur d'un Gone Girl. Je savais que la réalisation essaye par certains moments de se rapprocher un peu de ce que David Fincher a fait avec Gone Girl. Mais bon, c'est à certains moments, hein, c'est pas le film en général, puisque la construction du film est complètement différente. Même si finalement, comme Gone Girl, on arriverait à diviser le film en trois parties distinctes. Finalement, il y a plus de similitudes entre les deux œuvres que je ne le pense. Mais ce film est clairement beaucoup plus oubliable et va beaucoup moins marquer que Gone Girl. Peut-être parce que, en dehors de son histoire, est-ce qu'il y a réellement un message derrière? Buvez pas trop. Enfin, à part ce message-là, je vois pas grand-chose. Voilà. C'est Verdict, c'est un thriller efficace, mais oubliable selon moi. Après, si vous l'avez énormément apprécié, si vous avez des arguments ou des développements sur certaines idées ou certains thèmes du film que moi je n'aurais pas décelé, je serais ravi que vous m'en fassiez part. Mais sinon, j'ai oublié de dire, mais Emily Blunt et les acteurs en général sont tous excellents, mais Emily Blunt particulièrement. De toute façon, elle n'a plus rien à prouver et je pense que l'Oscar ne sera pas pour ce film-là, mais ça m'étonnerait qu'on passe plus de 5 ans sans un Oscar pour Emily. Ça m'étonnerait.